Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le jeudi 14 juin 2026, c'est notre bulletin numéro 294 et je suis de retour à Moscou après avoir fait un aller-retour au Canada. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Grande nouvelle, eh bien, nous avons dépassé les 120 000 abonnés sur X. On a même dépassé les 121 000 abonnés. Donc, sans acheter les abonnés, nous ne faisons pas ça. Donc, je vous remercie de votre fidélité. Je vous remercie de faire suivre tous ces messages-là. Évidemment, X, c'est un peu notre navire amiral, avec autant, depuis que nous avons perdu nos 185 000 abonnés de YouTube en septembre 2022. Quoi qu'il arrive, inscrivez-vous sur Telegram également. C'est extrêmement important, parce qu'il y a des contenus sur Telegram qui ne seront pas sur X et en plus, on ne sait pas ce qui peut se passer, la censure, d'un réseau ou de l'autre donc multipliez les inscriptions sur Odyssée, sur Rumble, voilà, pour être sûr de ne rien manquer en cas de censure du régime d'Emmanuel Macron. Et le fait d'être sur Telegram vous permet également de nous aider financièrement, d'aider l'équipe de Stratpol, donc soit par un abonnement, soit par un don unique. Allez voir en description de cette vidéo. Et même si vous n'êtes pas sur Telegram, vous avez un lien web. Et bien, ce lien web vous permet soit de faire un don, soit de vous abonner. Voilà, si vous êtes donateur, eh bien, vous serez invité à la soirée donc de conférence privée pour nos abonnés qui aura lieu a priori mardi soir. Voilà, je compte sur vous, c'est extrêmement important. Abonnez-vous également à notre partenaire Géopolitique Profonde. Donc là, le numéro du mois de juillet va sortir. C'est sur la géo-ingénierie. Donc ça, c'est un sujet d'actualité après ce qui s'est passé notamment en Iran avec la destruction des radars américains. Et puis également un sujet, entre autres, hein, il y a beaucoup de sujets, mais parmi ceux qui sont les plus intéressants, un sujet sur les lumières sombres, hein, c'est le titre du livre de J.D. Vance et c'est une approche finalement, on va dire, qui alternativement, alterdémocratique, on peut qualifier ça comme ça, qui est en train de germer, dans une partie des élites, notamment, occidentales. À suivre donc. Peut-être l'ignoriez-vous, mais les Russes ont fêté leur fête nationale le 12 juin. Alors il y a 2 fêtes en fait nationales, en Russie. Le 9 mai qui est la fête, contre l'Allemagne nazie et le 9 juin qui était une fête qui a été mise en place puisque désormais la Russie ne fête plus la révolution d'octobre. Voilà, donc ce qui est important surtout, c'est que la Russie ne célèbre plus la guerre civile, ce qu'était la révolution d'octobre. Alors que nous, malheureusement, eh bien, souvent, quand on parle du 14 juillet, les gens pensent que c'est la prise de la Bastille. Non, en fait, le 14 juillet, on fête la fête de la Fédération. Donc, c'est, on va dire, la création de l'armée populaire, ce qui en soi me va plus ou moins. Le problème, c'est qu'encore une fois, il faut bien le préciser qu'on ne fête pas la guerre civile. Donc, voilà. Sinon, au mois de juillet, on pourrait aussi fêter le 27 juillet la bataille de Bouvines, hein, puisqu'on a mis à la fois une raclée aux Allemands et aux Anglais. C'est toujours le bienvenu. Voilà, donc avec un peu de retard, je souhaite une bonne fête de l'unité à tous les citoyens russes. Vive le Québec libre! C'est ce qu'a dit le général de Gaulle dans son fameux discours, hein, qui est d'ailleurs très intéressant à réécouter, hein, il est admiratif de ce qu'est en train de réaliser le Québec du point de vue industriel, du point de vue de la construction de la société, de l'éducation, etc., etc. Il dit même que le Québec pourrait devenir un modèle pour la France dans certains domaines. Et malheureusement, je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est que c'est l'inverse, c'est-à-dire que le Québec copie le système tyrannique et dictatorial français. Donc, c'est pas la meilleure idée qu'ils aient eue. Et j'en ai été victime, puisque effectivement, j'étais invité par la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple, donc par Stéphane Blais, que je salue, que je remercie. Et je me suis donc coltiné en passant par Doha, 20 heures d'avion, hein, 7 plus 13. Et en arrivant, eh bien, un douanier m'a expliqué que j'étais un danger pour la démocratie canadienne. Alors d'ailleurs, je vais même vous lire, tellement ça vaut son pesant de cacahuètes, ce qu'ils ont dit. De l'avis du douanier, l'alinéa 34 1B1, du fait qu'il y a des motifs raisonnables de croire qu'il est un résident permanent ou un étranger qui est interdit de territoire pour des motifs de sécurité parce qu'il se livre à la subversion contre toute institution démocratique au sens où cette expression s'entend au Canada. Donc là, je dois dire la classe. Donc après avoir été désigné ennemi public presque numéro un en France, je le suis également au Canada. Mais d'ailleurs, c'est ce que j'ai demandé au douanier, bon, qui était gentil, il comprenait pas trop ce qui se passait et visiblement ses connaissances en géopolitique étaient assez limitées. Mais je lui ai dit: «Mais vous avez si peur de ça que moi?» Il me dit: «Non, mais nous sommes alliés de l'Ukraine». J'ai dit: «Ah d'accord».
Donc, c'est vrai que, se souvient qu'il y avait un ils avaient fait une standing ovation à un ancien nazi ukrainien, au parlement, au parlement, à Ottawa. Donc, je comprends que ça le préoccupe énormément de défendre les institutions démocratiques, au Canada. Mais voilà, donc, j'ai été quitte pour repartir immédiatement. Donc, j'ai fait 40 heures de vol en, 3 jours. C'est un petit peu fatigant, donc c'est pour ça que vous le comprenez bien, mon bulletin a été, décalé donc au jour d'aujourd'hui, de ce dimanche, parce qu'en plus je participe tout de même à cette, manifestation qui n'a pas été interdite, encore une fois. Donc, je donne des conférences, mais, par audio, par vidéoconférence. Voilà, je suis très triste parce que j'avais expérimenté pour la première fois le Québec il y a 1 an et demi, j'avais adoré. J'ai vraiment, les gens sont d'une gentillesse, incroyable. Donc je le regrette vraiment. Je regrette que, le Canada et donc le Québec suivent la voie, tracée par la dictature, macroniste. C'est quand même très triste. Et évidemment, de l'avis de ceux qui m'ont invité, de mon avis à moi, c'était un coup monté par, les équipes de Jean Noël, hein, de Jean Noël ou d'Emmanuel Macron, et vous l'avez bien compris. Et voilà, donc cela dit, une bonne expérience. Donc malgré tout, je ne regrette pas de l'avoir faite, même si c'était assez fatigant. De toute manière, il en faut plus pour m'arrêter, et je vais continuer ma politique de réinformation, et quoi qu'il arrive, les moyens technologiques nous permettent de faire passer nos idées. Et pour qu'ils en arrivent à de telles extrémités, ça veut dire à quel point la vérité leur fait peur, hein. Comme je l'ai souvent dit, Goebbels avait tort, ce n'est pas en répétant 1000 fois un mensonge qu'elle a la force de la vérité. Voilà, parce qu'en plus, dès que vous n'avez plus les moyens de le répéter 1000 fois, ça s'effondre. Alors que la vérité, vous la dites une fois et elle fera son chemin petit à petit. Donc vous pouvez compter sur moi pour continuer à la dire. Et en tout cas, merci beaucoup pour, tous vos soutiens. Merci beaucoup pour ceux notamment sur X, hein. On a tout d'un coup eu 2000 abonnés en plus, donc je pense que c'est l'effet, la réaction notamment, bien des Canadiens francophones, des Français du Canada, comme disait le général de Gaulle, qui sont venus m'écouter et me soutenir. Voilà, le combat continue, ne vous inquiétez pas, on les aura, on les aura. Et d'ailleurs, pour finir sur ce sujet-là, pas plus tard qu'hier, le Mac Carney, donc, qui est le nouveau Premier ministre, soi-disant conservateur, élu, au Canada, disait que le Canada était des membres de l'OTAN le plus européen. Et malheureusement, je crois que c'est vrai. C'est-à-dire que le Canada fait partie, en tout cas pas le peuple canadien, mais les autorités canadiennes font partie de ce que j'appelle l'ETE, c'est-à-dire l'espace totalitaire européen, qui est donc par extension de ce qu'a fait de l'Union européenne notre beau continent. Voilà un peu ce que je voulais dire à ce sujet. Je fais l'impasse sur l'économie cette semaine, tout simplement parce que j'ai pas eu trop le temps de regarder les informations économiques intéressantes. Mais je vous rappelle que si vous voulez venir ouvrir un compte en Russie, c'est tout à fait possible. Donc, n'hésitez pas. Vous avez en description de cette vidéo le lien pour Divergence Service, qui vous propose toute une gamme de services, donc, comme le nom l'indique, et vous pouvez aller y faire un tour. Mais on passe maintenant directement aux politico-stratégiques. Et la première nouvelle politico-stratégique de la semaine, eh bien, c'est la victoire relative de Pachinian en Arménie. Donc, il est en baisse par rapport à son score de 2021, puisqu'il avait 71 députés, qu'aujourd'hui il en a 64, et je crois d'ailleurs qu'il avait la majorité constitutionnelle à cette époque-là. Donc il a baissé, mais malgré tout, c'est une large victoire, et il va dominer le Parlement arménien. Cela dit, si jamais il veut rentrer dans l'Union européenne, je pense que là, il ne pourra pas échapper à un référendum. Le scrutin pose beaucoup de questions en ce qui concerne sa fiabilité, puisque, eh bien, et en plus, a priori, une fois de plus, le régime de Paris, le régime d'Emmanuel Macron, qui aurait fait de l'ingérence dans cette élection. Donc, décidément, on les accumule, hein, la Roumanie, la Moldavie, l'Arménie, mais encore une fois, c'est le modèle aujourd'hui de la République française. Emmanuel Macron est arrivé sur un coup d'État médiatico-judiciaire en 2017, et depuis, là aussi, on répand, malheureusement, la France, enfin la République française répand ses fautes, son totalitarisme, sa tyrannie, son absence d'état de droit,
partout où elle le peut. Donc c'est bien triste. Ce qu'il faut voir, c'est que du côté russe, finalement, on prend ça avec une certaine philosophie, puisque l'Arménie n'est pas stratégique pour la Russie. Hein, d'ailleurs, il n'y a pas de frontière commune entre la Russie et l'Arménie. La Géorgie, par exemple, ou l'Azerbaïdjan sont bien plus stratégiques pour la Russie que l'Arménie. Finalement, le problème de l'Arménie, c'est que si les Arméniens s'imaginent qu'ils seront protégés en se rapprochant de l'Union européenne, ils se fourrent le doigt dans l'œil. Si tout d'un coup les, euh, les Azéris décident de nouveau d'attaquer l'Arménie pour s'emparer du corridor, pour rejoindre leur enclave, l'Union européenne ne bougera pas, ou ils mettront des sanctions dont l'Azerbaïdjan n'a absolument rien à faire, puisqu'en plus l'Union européenne est dépendante du gaz azéri. Donc on est dans du grand n'importe quoi du côté arménien et cela dit, bon, bah, les Russes prennent ça avec beaucoup de philosophie, encore une fois, la Géorgie aussi, aujourd'hui qui s'entend bien avec la Russie, est bien plus, stratégique pour Moscou que l'Arménie, voilà. Bon, c'est triste pour les Arméniens, je pense qu'ils se fourrent le doigt dans l'œil s'ils s'imaginent que les Européens, encore une fois, ou les Américains bougeront le petit doigt si l'Azerbaïdjan, décide de bouger précisément. Et d'ailleurs, l'élection de Pachinian a été très bien accueillie, devinez où? En Turquie. Voilà, grand allié de l'Azerbaïdjan. Rencontre à Londres du chancelier allemand Merz, du futur ex-premier ministre Starmer, du futur ex-président Emmanuel Macron, qui était avec le chef de la junte kievienne, hein, c'est comme ça que ça s'appelle. Ça va faire bientôt 2 ans qu'il n'y a plus d'élections. Ça fait plus de 2 ans maintenant qu'il n'y a plus d'élections en Ukraine. Et donc, ils se sont rencontrés pour réaffirmer leur soutien, etc., à l'Ukraine. Bon, tout ça, c'est de la communication. Évidemment, il y a des déclarations qui ont été reprises dans la presse qui sont plutôt, je dirais, bellicistes, hein, puisque ces 3 pays se sont mis d'accord pour livrer des systèmes antiaériens à l'Ukraine. Bon, ça, c'est une chose. Déjà, on ne sait pas trop où ils vont les prendre. Ce que veut l'Ukraine, c'est des patriotes, et des patriotes, il n'y en a plus. Et la deuxième chose, c'est de livrer d'aider à la conception d'armements de longue portée. Donc là aussi, on se demande de quoi il s'agit, puis de quelle portée il s'agit. Ça tourne vraisemblablement autour des drones à longue portée, donc la société Farpoint, qui est en fait un moyen de voler pour Zelensky l'argent des contribuables européens, et de copier le Flamingo, qui est en fait une copie d'une production anglaise. Voilà un peu de quoi il est question. Donc la Russie a convoqué les ambassadeurs de ces 3 pays, le ministère des Affaires étrangères, dont notre ambassadeur, Monsieur de Rivière, qui d'ailleurs a fait un bon exemple de diplomatie, puisqu'en sortant, il était interrogé par la presse et il a dit: «Eh bien, on a eu une très bonne discussion». Ça fait plaisir de temps en temps de voir un diplomate qui fait son travail, plutôt que de menacer et d'être agressif en permanence. Voilà, quoi qu'il arrive, les choses se sont toujours bien passées quand on finit une négociation, et les choses, même si elles se passent mal, ça doit rester dans le domaine de la discrétion diplomatique, dirons-nous. La Russie n'était pas le seul pays à être mécontent. Il y a eu également la Pologne, qui se trouve un peu mise au second plan. Et oui, la Pologne est un personnage non joueur, hein, c'est un des pays mendiants de l'Union européenne qui reçoit de l'argent. Donc finalement, les 3 pays, dont 2 de l'Union européenne, la France, l'Allemagne, ajoutons à ça l'Angleterre, ne s'intéressent pas réellement à avoir les Polonais dans les pattes, d'autant plus que la Pologne est vue comme l'agent américain par excellence sur le continent européen. Vladimir Poutine, de son côté, eh bien, depuis ces 2 dernières semaines, il y a eu pas mal d'interviews dans le cadre du Forum économique Saint-Pétersbourg, dans le cadre de rencontres avec le ministère de la Défense, a montré une sérénité qui, même moi, me surprend, en annonçant ce qui est vrai, on va le voir sur la carte militaire, que rien aujourd'hui ne résiste à la poussée de l'armée russe sur la totalité de la ligne de front. Et que, de toute manière, les ressources russes, pour terminer cette guerre, sont bien supérieures à celles que l'OTAN pourrait mettre face à elle. Donc voilà, cette sérénité de Vladimir Poutine est tout à fait rassurante, précisément. Et donc, je pense toujours que les combats pourraient s'arrêter cette année. Voilà. On va le voir. Enfin, encore une fois, tout va dépendre de la campagne d'été, qui n'a pas encore commencé. Mais là, la campagne de printemps est en train de s'achever, et ça se passe bien. On va en parler à la fin de cette vidéo. Vladimir Zelensky rêve de rentrer dans l'OTAN, rêve de l'entrer dans l'Union européenne, mais en attendant, eh bien, l'Ukraine devient de plus en plus un pays digne de l'Union européenne, et ça se voit sous 2 aspects. Le premier aspect, eh bien, c'est les migrants. Comme Taras va mourir sur le front, eh bien, Taras, c'est un prénom, et va mourir sur le front, eh bien, on importe des migrants en masse, et les migrants commencent à se battre avec les locaux, et c'est ce qu'on a vu notamment. Alors, il y a pas mal de vidéos qui circulent un peu dans toute l'Ukraine, mais on voit ça à Lvov.
Lvov, c'est le cœur du bandérisme, hein, c'est ce que j'ai souvent dit. Ce qui prouve bien que Poutine est un prince chrétien, c'est qu'il pourrait raser Lvov, l'effacer de la carte. Tout le monde trouverait ça normal puisque c'est le cœur du bandérisme, le cœur du néonazisme ukrainien finalement, avec Ivano-Frankovsk sans doute. Eh bien, Poutine ne le fait pas et finalement, il n'y a pas besoin de le faire puisque bah, ce sont les Ukrainiens eux-mêmes qui sont en train d'organiser leur propre grand remplacement. Voilà, tandis que ça aussi, c'est un peu à méditer pour les idiotitaires, hein, qui soutiennent Kiev sans comprendre ce qui se passe parce qu'ils n'ont pas de culture politique. C'est que, en fait, ce que l'Union européenne, ce que la classe dirigeante mondialiste est en train de faire subir à l'Ukraine, c'est du grand remplacement. Sauf qu'au lieu de se dérouler sur 50 ans, comme ça a été le cas avec la France, ils sont en train de faire ça sur 5 ans. Ça va prendre 5 ans. Voilà. Donc bah, c'est une véritable catastrophe. Et puis le deuxième point, c'est le LGBT. Et on a eu ce moment assez incroyable où un soi-disant vétéran de Mariupol, donc qui est un militant LGBT, demande à Vladimir Zelensky en gros, est-ce qu'on aura des droits, voilà. Et Zelensky lui a dit oui, nous sommes tous égaux, nous sommes tous pareils, bien sûr qu'il est tout à fait normal que les LGBT aient des droits. Donc, ce qui est clair, c'est que de ce point de vue, l'Ukraine de Zelensky est parfaitement compatible avec l'Union européenne. Et d'ailleurs, moi, personnellement, je suis pour l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne. Je pense que c'est le meilleur moyen de détruire rapidement ce truc infâme, cette tyrannie abjecte. Événement diplomatique important, même si on se décale largement vers l'Asie, c'est la visite à Pyongyang de Xi Jinping. Donc ça fait 7 ans qu'il n'y était pas allé et ça montre la proximité des deux pays, même si contrairement à ce qu'on peut entendre dans la presse française ou d'ailleurs anglo-saxonne qui n'y connaît rien, c'est pas un rapport de soumission de la Corée du Nord avec la Chine. C'est d'ailleurs ce qu'a très bien expliqué une fois de plus Laurent Michelon. Déjà, c'est s'imaginer que, Kim Jong-un puisse, se soumettre à qui que ce soit, c'est mal connaître la mentalité, des Nord-Coréens. C'est tout simplement impossible et d'ailleurs, si on se souvient bien, Kim Jong-un n'avait pas été, là pour les, 80 ans de la victoire, du 9 mai, alors que Xi Jinping était invité et que lui aussi était invité parce qu'il ne voulait pas que la vedette lui soit prise par Xi Jinping. Donc ça aussi, faut bien le garder en tête. La Corée du Nord et ses dirigeants sont extrêmement fiers de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont accompli. Donc il y a pas de soumission de Kim Jong-un et de la Corée du Nord à qui que ce soit, même à ce puissant voisin qu'est la Chine. Sommes-nous proches de la paix au Moyen-Orient? Eh bien, on peut s'interroger. On va voir si aujourd'hui un accord sera signé. Trump est enthousiaste. Les Iraniens, eux, prennent leur temps. Et si on en croit la presse, israélienne et la presse, en général, eh bien, notamment je crois que c'est Axios, pour Netanyahou, la pilule est amère, à digérer, on va dire et effectivement, cet accord, si jamais il est réalisé, donc, qui se traduit notamment de la part des monarchies du Golfe, notamment du Qatar, notamment des Émirats arabes unis, par la libération d'une partie des fonds iraniens qui ont été bloqués. On parle de 6 milliards par-ci, 6 milliards par-là, plus 6 milliards de prêts que le Qatar est prêt à faire à l'Iran. Donc ce sera une victoire iranienne. Il y a pas d'autre mot. Une victoire, iranienne et en échange donc ouverture du détroit d'Ormuz. En tout cas, c'est ce qu'a dit, Donald Trump. Donc c'est une défaite complète pour Israël. C'est-à-dire que l'Iran sort plus puissante et plus forte après, cette attaque catastrophique du 28 février dernier, si je me souviens bien, qu'elle n'y est rentrée. Donc voilà, la question c'est que peut faire encore Israël pour empêcher que cette trêve soit signée? Sera-t-elle signée? On va voir. Quoi qu'il arrive pour l'instant, cette opération pour Donald Trump est une véritable catastrophe. Nous, en tant que Français, Européens, on peut s'interroger sur le fait si cette, distance prise par, Donald Trump vis-à-vis de Netanyahou, vis-à-vis du lobby sioniste à l'intérieur des États-Unis, est-ce que ça veut dire que Donald Trump peut prendre la même distance avec les néocons, qui composent son parti et l'opposition démocrate, qui veulent continuer la guerre en Ukraine? Voilà et donc ça, c'est aussi un moment extrêmement important. Ou est-ce que finalement Donald Trump, au contraire, va, à la demande de ces néoconservateurs qui voient plus la Russie comme un ennemi
que l'Iran, eh bien, va pouvoir reconcentrer des forces pour soutenir l'Ukraine. Pour l'instant, je ne peux pas répondre à cette question. J'espère que non. On reste toujours dans l'ambiance hein, de ce qu'a dit Rubio la semaine dernière en disant que les Américains n'étaient pas neutres, ils soutenaient l'Ukraine. Voilà un peu la question qu'on peut se poser, sachant qu'on a eu un signal quand même plutôt positif de la part du général Grinkevich, donc qui est ce qu'on appelle le SACEUR, hein, le commandant suprême des forces de l'OTAN en Europe, qui a déclaré que la Russie ne cherchait pas le conflit. C'est dans le Financial Times, hein, c'est pas dans un organe de propagande du Kremlin. Donc c'est plutôt encourageant et ça démontre complètement le narratif qu'on nous a balancé depuis le début, c'est-à-dire que une fois que la Russie en aura fini avec l'Ukraine, elle va envahir l'OTAN. La Russie n'en a rien à faire de l'OTAN et des pays baltes encore plus. C'est un boulet qu'elle laisse volontiers aux grandes puissances européennes comme la France ou l'Allemagne. Voilà. Donc c'est quelque chose de plutôt encourageant, mais aussi simultanément, on a cette déclaration donc, du général Kenkevich, on a celle du général allemand Freuding qui lui commande les forces allemandes et qui dit qu'en 2029-2030, il faut être prêt à faire la guerre à la Russie. Donc finalement, on voit que le bellicisme, il est plutôt du côté européen maintenant, notamment du côté allemand. Je vois que je ne suis pas le seul, hein, je pense que Édouard Husson ne me contredira pas, mais je vois de cette espèce de pulsion germanique là, qui n'est pas d'ailleurs, encore une fois, faut bien se rappeler que le l'Allemagne moderne, c'est-à-dire l'Allemagne prussienne, comme puissance, impérialiste, ça date pas d'Adolf Hitler. Ça date de la construction même d'abord de la Prusse et ensuite, du 2e Reich. Donc voilà, il y a des choses qui sont très inquiétantes en ce moment, qui se passent en Allemagne. L'industrie civile, notamment Mercedes, qui veut se mettre à produire des armes et cetera. Donc il y a et puis une volonté hégémonique en Europe de l'Est, hein. Je pense qu'aussi une des inquiétudes de Berlin aujourd'hui, c'est de voir que toute cette partie des pays d'Europe de l'Est, quand les élections sont libres, ils votent pour des partis qui veulent avoir de bonnes relations avec la Russie. En Roumanie, la France a fait un coup d'État, donc ça a été évité, mais quoi qu'il arrive, la population ne veut pas faire la guerre à la Russie. La Bulgarie a annoncé qu'elle cessait de livrer des armes, donc ça, il n'y a plus grand-chose à livrer, pour être honnête, mais la nouvelle direction est pourtant socialiste, hein, donc contrairement aux socialistes français, les socialistes bulgares, slovaques sont pacifiques. Donc il y a toute une constellation de pays d'Europe de l'Est, à l'exception de la Pologne évidemment, qui ont envie d'avoir de bonnes relations avec la Russie. Et l'Allemagne, finalement, voit, comme traditionnellement, la Russie la concurrencer, et concurrencer son Drang nach Osten, n'est-ce pas, son saut vers l'Est. Voilà, son bond vers l'Est. Voilà un peu quelques considérations que je voulais faire à ce sujet-là. Et puis dernière nouvelle politico-diplomatique, d'après les rumeurs qui courent dans la presse, presse occidentale, eh bien, les pays européens seraient fatigués de Kaja Kallas. Donc Kaja Kallas, je l'aime beaucoup, c'est elle qui a signé les sanctions, contre moi le 15 décembre, 2025 et bon, elle s'est fait remarquer quand même à plusieurs reprises par, ses déclarations stupides et puis également par son agressivité. Donc si effectivement les pays européens sont en train de se rendre compte que bon, la guerre est perdue, il va falloir remplacer vraisemblablement Kaja Kallas par quelqu'un d'autre de plus accommodant pour que l'Union européenne ne soit tout simplement pas écartée des négociations qui finiront bien par arriver. Voilà un peu l'analyse qu'on peut faire sur ce prochain licenciement peut-être. Ce ne sera pas une grosse perte, en tout cas pour nous. Armement maintenant, selon Bloomberg, les États-Unis s'apprêtent à réduire effectivement drastiquement leur matériel militaire en Europe, notamment de 30% les bombardiers stratégiques. Donc ça c'est important parce que eh bien, il n'y a pas un pays d'Europe qui a des bombardiers stratégiques, il n'y a que les États-Unis et la Russie qui en ont. Et si on en croit l'article de Bloomberg, Washington pourrait réduire la présence des avions donc de combat de 75 à 100%, voilà, plus les 2 tiers de leurs navires présents dans les ports européens. Donc c'est quelque chose de tout à fait significatif et ce qui est intéressant, c'est que personne en Europe ne peut combler rapidement cette baisse d'effectifs. À suivre donc. Armement toujours, l'hécatombe continue pour les aéronefs américains donc sur l'Iran. Donc on a fait le décompte depuis le début. Il y a plusieurs tableaux qui ont été publiés. J'ai l'impression que les Américains ont perdu plus d'aéronefs en quelques mois contre l'Iran que la Russie face à l'OTAN depuis 2022. Ça vaudrait le coup de faire un classement. Ce
qui est intéressant là, c'est que récemment, d'ailleurs Donald Trump a donné l'ordre de bombardement massif contre l'Iran parce qu'un drone, donc un Shahed, iranien a abattu un hélicoptère de combat Apache. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a l'impression que à Washington comme à Tel Aviv, on n'a pas étudié ce qui s'est passé en Ukraine depuis 4 ans. Parce qu'il y a eu des hélicoptères abattus par des drones en Ukraine. Et là, encore une fois, c'est un rapport de coût-efficacité. Voilà, il est fondamental d'étudier ce qui se passe actuellement en Ukraine, puisque ce seront les termes de la guerre de demain. Signe très important qui montre que le complexe militaro-industriel russe est arrivé à son plein rendement, c'est la livraison d'un premier Sukhoi 34 à l'Algérie par la Russie, hein. Le Sukhoi 34, c'est un des avions les plus efficaces en ce moment sur le front. Il peut transporter des bombes planantes qui font des ravages dans les rangs otano-kieviens. Et il y a tellement peu de pertes de ces avions depuis maintenant 2-3 ans. Je ne sais même pas il y en a eu un abattu ces 2-3 ans. J'aurais peur de dire une bêtise ces 2 dernières années. Mais en tout cas, il y a très peu de pertes, ce qui fait que la Russie, qui continue à en produire, eh bien, est désormais capable d'exporter. Donc là, on a un signe d'une efficacité du complexe militaire-industriel remarquable. Et ça explique aussi pourquoi le budget de la défense russe a baissé. Comme je l'avais expliqué, c'est pas parce qu'il y a plus d'argent pour la défense, c'est parce que l'effort de rattrapage a été accompli. Il a été accompli en 2023-2024 et petit à petit, eh bien, les budgets de la défense vont baisser et non seulement le complexe militaire-industriel russe sera capable de fournir l'armée russe, mais il va être, et on le voit maintenant avec l'Algérie, il est capable maintenant de commencer à produire et à exporter. Terrorisme maintenant, et d'ailleurs, comme l'a souligné Vladimir Poutine dans une de ses interviews, eh bien, l'Ukraine et l'OTAN, faute de pouvoir l'emporter sur le champ de bataille, ce que nous avons tous analysé, eh bien, est passé de manière radicale, a fait un virage à 100% vers le terrorisme. Donc, ça concerne des frappes sur des cibles civiles délibérément. On l'a vu, encore une fois, le massacre de Starobelsk. Et là aussi, de frapper sur des bâtiments symboliques. Et il y a quelque chose de très triste qui s'est passé, c'est que les Kieviens ont attaqué le panorama de la défense de Sébastopol. Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que ce panorama? C'est une grande fresque qui a été peinte par un Français, d'ailleurs, qui s'appelle François Roubaud, qui décrit la défense de Sébastopol en 1854-55, à l'époque où là aussi on faisait la guerre pour faire plaisir aux Anglais contre nos alliés russes, hein. Idée géniale de Napoléon III. Je pense qu'au niveau de la nullité diplomatique, on est à peu près au niveau de la diplomatie de Napoléon III, qui a fait à peu près n'importe quoi pendant 20 ans, enfin presque 20 ans où il a dirigé la France, malheureusement. Et là, on est à peu près au même niveau d'imbécilité, hein, d'absurdité dans notre diplomatie. Enfin voilà, donc le feu a été éteint, mais la toile a énormément souffert, comme on peut le voir sur ces images. Et cela dit, c'est pas la première fois qu'elle a été détruite. Encore une fois, elle a été détruite également, partiellement par les Allemands en 1942, je crois, et elle a été restaurée. Donc on peut faire confiance aux Russes, ils savent faire ça très bien. C'est que ce panorama sera, restauré, voilà. Donc là, on est dans de l'ucroterrorisme, hein, classique. Plus grave, c'est que les frappes sur la centrale nucléaire de Zaporozhye continuent, malgré la présence de l'AIEA, malgré les avertissements qui ont été lancés par l'AIEA. Eh bien, les Kieviens, là aussi, essayent de faire monter la pression sur la Russie en menaçant d'un accident nucléaire grave, ce qui est complètement absurde et ce qui est fait sans qu'aucune remarque ne soit faite de la part de Paris, Londres ou Berlin, hein. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Terrorisme enfin, ou plutôt cette fois bioterrorisme, l'ancienne qui vient donc donner sa démission, directrice du renseignement américain, madame Tulsi Gabbard, donc elle a quitté son poste il y a 15 jours pour soigner son mari, qui a le cancer. Ça s'est passé en bonne intelligence avec Donald Trump, et elle a dit que plusieurs dossiers sur lesquels elle avait travaillé, donc les ingérences, les pseudo-ingérences russes au moment de la campagne électorale avec Donald Trump lors de son premier mandat, euh, toutes ces questions-là, eh bien, elle allait publier les recherches qui avaient été faites, et notamment sur les, euh, les laboratoires biologiques américains, donc qui sont organisés par le Pentagone. Donc, je rappelle, l'administration Biden nous avait dit que c'était la désinformation russe, hein, etc., etc. Le résultat, c'est qu'en fait, si, ils existent. Il y en a 120 à peu près, dont 40 en Ukraine. Et surtout, ça a impliqué énormément les Ukrainiens eux-mêmes, enfin les scientifiques ukrainiens eux-mêmes. Donc, c'est-à-dire que c'est une coopération entre les États-Unis
et l'Ukraine. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux. En tout cas, merci à Tutsi Gabbard d'avoir eu le courage de publier ces informations. Et ce qu'on peut dire, c'est que la réalité dépasse le complot, hein. Voilà. Empire du mensonge maintenant et tout de suite, le moment bunker. Das war ein Befehl! Et le bunker cette semaine, c'est le studio de LCI où s'est enfermé Pujadas et Gamelin Trinquant, un spécialiste de la zone. Rappelez-vous, en 2019, il mettait Sochi en Crimée. Et donc, ils nous ont fait un numéro sur le fait que les Russes seraient en train de perdre la région de Kinbourne, donc qui se trouve à l'extrémité de la région de Kherson, l'extrémité ouest de la région de Kherson, qui est occupée par les Russes depuis 2022. Et donc, d'après ce que dit l'ASW, hein, donc c'est Victoria Nuland, la famille Kagan, donc la source nulle par excellence, même je crois que le général Kempf, qui pourtant est plutôt pro-Kiev, eh bien, le souligne que désormais, ni Deep State, donc qui est le cartographe ukrainien kievien, ni l'ASW ne peuvent plus être considérés comme une source fiable. Et donc là, ils nous sortent ça comme si des troupes ukrainiennes y avaient débarqué. Et c'est vraiment, encore une fois, une pathologie des perdants, hein. Euh, C'est-à-dire, c'est de s'imaginer qu'il y a des contre-offensives, des armées magiques, des missiles magiques qui vont aller frapper les arrières de l'ennemi et qui vont changer totalement la donne sur le terrain, qui est tout simplement catastrophique pour Kiev. Donc voilà, le bunker de cette semaine, c'est LCI. Ce qui me fait une très bonne transition pour les considérations militaires générales, puisque la première, en fait, c'est une petite réflexion que je voulais faire sur cette espèce de campagne médiatique qui est faite par le régime de Kiev et ses sponsors, c'est-à-dire essentiellement les Européens aujourd'hui, depuis à peu près le mois de février, de nous faire croire à des contre-offensives qui sont en fait consistent en fait à envoyer des unités, des petits groupes ukrainiens s'infiltrer un peu partout, sans aucun souci après d'entretenir la logistique avec eux, pour relever des drapeaux à droite à gauche en disant regardez, c'est la contre-offensive, les Russes n'avancent plus, ils ont même perdu du terrain, etc., etc. Donc c'est ce à quoi nous assistons depuis en gros la fin du mois de février jusqu'à maintenant. Cette campagne médiatique vise également à nous faire croire que les frappes dans la profondeur sur les raffineries, etc., ça va faire perdre énormément d'argent à la Russie, blablabla. Bla. Donc tout ça est totalement bidon et surtout est en train de percuter le mur de la réalité parce que là, l'armée ottano-kievienne est sur le point de perdre plusieurs villes forteresses qui sont essentielles pour la défense de l'ultime ligne de défense, notamment ottano-kievienne dans le Donbass. Je parle de Konstantinovka, on va le voir sur la carte militaire, mais également de Krasny Liman, qui avait été reprise par les ottano-kieviens à la fin de l'année, à l'automne 2022. Voilà, donc là, l'armée russe avance très très fort et rien ne semble l'arrêter, de la même manière qu'on va le voir également sur le front de Kherson. Là aussi, les soi-disant contre-offensives ukrainiennes ont coûté extrêmement cher et n'ont servi absolument à rien. Les Russes ont légèrement reculé, tout détruit, et maintenant ils recommencent à avancer. Et surtout, Kiev est obligé de prélever des unités à droite à gauche pour les envoyer, pour essayer d'empêcher l'armée russe de progresser dans la direction de Soumy ou dans la direction de Kharkov, où là aussi, elle progresse depuis plusieurs semaines. D'ailleurs, puisqu'on parle de la région de Kharkov, donc je disais perte de Konstantinovka qui semble inévitable, perte de Krasny Liman qui semble inévitable, et perte également de Kupiansk, ultime perte, puisque là aussi, les unités qui viennent ont disparu parce qu'il y en a pas assez. Et on peut s'interroger donc sur l'intérêt de procéder à une telle campagne médiatico-militaire, c'est-à-dire on sacrifie bêtement des unités, souvent des bonnes unités, on sacrifie du matériel, des vecteurs, et sans que ça ait un impact réel du point de vue tactique sur le terrain. Quel est l'intérêt? Alors l'intérêt évidemment, c'est de faire croire aux Ukrainiens Heu aux Européens que ça vaut encore la peine de continuer la guerre, que non, la Russie ne l'a pas déjà gagnée, contrairement à ce que pensent tous les gens sérieux, dont votre serviteur. J'ai même écrit un livre là-dessus. Et donc la question, en fait, c'est à quoi ça sert? En dehors de ça, ça sert également à lever des fonds, puisque Zelensky s'apprêterait à demander encore plus d'argent, notamment 20 milliards pour faire brûler la Russie, tel qu'il l'explique, en disant que ça y est, c'est le bon moment, on peut y aller, on a ce qu'il faut.
Bon, c'est totalement, bidon. Je pense qu'il s'agit aussi de voler de l'argent et aussi parce qu'il s'agit d'augmenter les salaires des militaires ukrainiens qui sont très mal payés, contrairement aux militaires russes, qui en plus ne veulent pas y aller parce qu'encore une fois, qui a envie de se battre pour un pays qui n'existe pas? L'Ukraine, c'est désigne un territoire, pas une nation, et ceux qui croyaient à cette chimère, eh bien, sont déjà sous les drapeaux, soit même sont morts depuis, depuis longtemps. Donc, bah, il faut motiver les gens. Je pense que même en augmentant les salaires et ça les motivera pas plus. Tout ce qui motive les jeunes Ukrainiens aujourd'hui, c'est de quitter l'Ukraine précisément, et ou alors de les remplacer par des mercenaires. Et c'est des chiffres qui sont donnés ouvertement par les autorités kieviennes, de remplacer notamment l'infanterie, c'est ce qui manque énormément, on l'a souvent dit, aux Otanokieviens, à hauteur de 30 et même 50 de mercenaires. Donc, on essaie de nous faire croire depuis le début que les pertes ukrainiennes sont minimes, mais où est passée l'armée d'1 million d'hommes? Vladimir Poutine a confirmé qu'il y a bien 700 000 hommes russes sur le terrain. Donc, en principe, les Russes sont en infériorité numérique par rapport à une armée d'au moins 1 million d'hommes, hein. 1 million d'hommes, c'était le chiffre qui était donné par le ministre de la Défense en 2022, ukrainien, Reznikov, qu'il avait une armée d'1 million d'hommes. Et ils ont continué à recruter 30 000 hommes par mois, d'après ce qu'ils disent. Donc, on doit être à une armée, au moins, presque de 2 millions d'hommes. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont des problèmes d'effectifs? Pourquoi ils sont obligés d'aller chercher des mercenaires? Donc évidemment, ils ont menti depuis le début, ils ont menti sur leurs pertes, ils ont menti sur leurs effectifs et surtout, on s'aperçoit que, encore une fois, les Ukrainiens ne veulent pas y aller. C'est pour ça que, il y a ces espèces de bêtes sauvages qui attaquent les citoyens ukrainiens dans la rue pour les envoyer sur le front alors qu'ils ne veulent pas y aller. Donc, c'est le sens, en fait, de ces grandes campagnes médiatiques. Faire croire que l'Ukraine peut encore faire quelque chose et surtout, essayer de lever de l'argent pour, retarder l'inévitable victoire russe. Donc à côté de cette situation catastrophique sur le terrain, eh bien, il y a également la situation catastrophique du point de vue énergétique et Reuters souligne qu'il pourrait y avoir une crise très grave dès cet été. Pourquoi? Évidemment, il n'y aura pas de crise comme il y a eu l'hiver dernier, pour le chauffage, mais, pour l'électricité à cause des climatisations. C'est-à-dire que, il y a eu tellement de destruction de centrales électriques, du côté, ukrainien, qu'au moment où il va faire très chaud en Ukraine et où les gens vont commencer à mettre la clim, eh bien, le réseau ukrainien sera tout simplement pas en état de tenir cette poussée de la consommation. Et nous revoilà sur la carte, des opérations militaires. On va commencer par, les survols de drones, au-dessus des pays baltes. Donc c'est quelque chose qui inquiète de plus en plus les pays baltes. Et notamment, ça a des conséquences économiques puisque, eh bien, le lac bleu, donc c'est des zones touristiques, à peu près à cet endroit-là. On est du côté de Latgalais, c'est la partie d'ailleurs la plus russophone de la Lettonie. Eh bien, les sites touristiques manquent de clients parce que les gens ont peur des drones. Également, ce qui est, intéressant, c'est la destruction d'un drone ukrainien par un Rafale français au-dessus de l'Estonie, a priori. Donc ça c'est des choses qui coûtent cher. Je le rappelle, les frappes, anglo-kieviennes sur la Russie, notamment sur le nord du côté de Saint-Pétersbourg, donc pour éviter le survol et la DCA russe, sur 1 000 kilomètres, eh bien, passe par, l'espace aérien polonais, lituanien, lettonien, estonien, pour ensuite se rabattre vers Saint-Pétersbourg. C'est ce qu'on a eu pendant le forum économique. Comme je l'ai dit, donc, acte terroriste contre le panorama de la défense de Sébastopol. Voilà, c'est dans le centre-ville, c'est à cet endroit-là à peu près. Et frappe là également, symbolique sur, les ponts, qui relient la Crimée au continent, on va dire. Donc, sur le pont de Chongar, on se souvient, les Kieviens avaient frappé à cet endroit, c'était déjà en 2022-2023, mais ça a que peu d'impact. Déjà, les ponts ne sont pas très longs et en plus, je rappelle que la Crimée est une, presqu'île et donc dans presqu'île, il y a presque. Donc ça veut dire qu'elle est reliée physiquement au continent par, notamment par, cet axe-là, Perekop, Armiansk. Alors là aussi, là-dessus, il y a eu des bombardements, mais ça n'aura aucun impact stratégique sur la conduite des opérations par l'armée russe, hein. Donc l'idée, en fait, c'est de frapper sur des endroits symboliques, de montrer des vidéos et de faire croire que peut-être, d'après l'ASW, l'armée otano-kievienne aurait débarqué à cet endroit-là et serait en train de progresser vers Kherson. Tout ça, c'est du grand n'importe quoi. Les Russes, eux, en revanche, ils tapent sur les ponts, notamment le pont de Zatoka, donc régulièrement, violemment. Et là, c'est quelque chose qui aura beaucoup plus d'impact parce que c'est une des logistiques principales pour les livraisons vers Odessa.
donc qui passe par le notamment, hein, on avait parlé, qui passe par le Danube, à cet endroit-là. Donc là, c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux et les Russes frappent également très, très fort sur Odessa, à tel point que là aussi les médias anglo-saxons s'inquiètent, c'est que, les capacités d'exportation d'Odessa, notamment qui permettent à l'Ukraine de gagner un petit peu d'argent, pourraient être, complètement annihilées par ces frappes, répétitives. Voilà un peu où on en est sur les frappes dans la profondeur. Sur la ligne de front, on va voir les choses bougent bien. On va commencer par le sud. Donc là, la ligne de front est pas très claire, mais c'est les Russes qui sont à l'initiative pour reprendre Orekovo, libérer Orekovo à cet endroit-là. Là, je vous l'ai dit, donc c'était là qu'est une des principales contre-offensives otano-kieviennes, donc depuis fin février. Et la contre-offensive s'est arrêtée là. Les Russes ont encaissé et maintenant sont repartis à l'assaut pour reprendre le contrôle de Primorsk. Ma ligne ici de front est très conservatrice et elle est, parce qu'il y a pas mal de blogueurs russes qui considèrent que Primorsk est déjà sur le point d'être totalement, libéré par l'armée russe. Donc voilà, les Russes sont à l'initiative. Les Russes sont à l'initiative également sur le front est de Zaporojé et se dirigent vers Loubitské. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'ultime ligne de défense. Une fois que les Russes auront pris cette ligne-là, et donc là, Orekovo et toutes les troupes qui se trouvent à cet endroit-là seront en quasi encerclement opérationnel. Donc, une très bonne chose. Plus à l'est, ici, les Russes sont là aussi en train de nettoyer les derniers groupes isolés qui ont été envoyés par Kiev pour figurer une réelle contre-offensive. Donc, le nettoyage est en cours. Là où ça a bien progressé, évidemment, c'est Konstantinovka. Donc, c'est de plus en plus difficile pour les médias occidentaux de cacher la réalité et les médias kieviens également. D'autant plus que certains militaires ukrainiens n'hésitent pas à dire que la situation est catastrophique. Donc, les Russes avancent dans différents endroits. Ils ont pris la localité de Priout à cet endroit-là. Ils se sont emparés de Roskochnoï ici. Et donc, on en déduit qu'ils s'étaient auparavant emparés de Dovga Balka à cet endroit-là. Et puis, ils sont en train de terminer la libération de Konstantinovka, un des principaux bastions de l'ultime ligne de défense du Donbass. Donc, et comme d'habitude, l'ordre de retraite a été donné trop tard, donc ça ressemble beaucoup à un sauf qui peut. Et les Russes pourront en profiter pour faire un maximum de prisonniers ou de détruire les malheureux qui ne voudront pas se rendre. Donc, belle opération. Là aussi, les Russes maintiennent le rythme et tentent de percer vers le nord pour encercler et chaudronniser les troupes qui se trouvent là, hein. Tout ça rappelle vraiment l'épisode d'Ougledar, hein, l'ougledarisation, c'est-à-dire le fait de laisser des troupes s'enfermer plutôt que de donner un ordre de retrait qui passerait mal dans les médias. Encore une fois, les Russes font des maths, les Otano-Kieviens du marketing. Et je crois que les maths vont l'emporter. Plus au nord, les Russes continuent leur poussée sans que ça ait influé sur la ligne de front. Là, du côté de Liman, les choses vont bien aussi pour les Russes. Je rappelle qu'il y a 15 jours, le ministère de la Défense a dit que les Russes contrôlaient la ville à 85%. C'est finalement sans doute vrai. Là, maintenant, on a des preuves que les Russes ont pénétré à l'ouest de Krasny Liman et que la pression continue et on s'attend à ce que la ville soit prise, pareil, d'ici 1 à 2 semaines. Soyons prudents tout de même. Une fois que cette libération aura été accomplie, les Russes pourront avancer tranquillement vers la rivière Donetsk et se préparer à l'assaut sur Slaviansk et Kramatorsk par le nord, hein. Comme on le voit, la situation est franchement intéressante pour les Russes avec cette progression-là et cette progression-là, cette poussée à cet endroit-là. On peut espérer que Slaviansk et Kramatorsk pourraient être libérés sans que les 2 villes soient détruites. Cela dit, là, les Otano-Kieviens ont donné l'ordre d'évacuation pour les familles et également pour une partie de l'industrie, de déménager une partie de l'industrie à l'ouest. Il y a déjà 3 500 ouvriers qui ont été déplacés. Donc, plus au nord, les Otano-Kieviens ont annoncé qu'ils contre-attaquaient à cet endroit-là. En fait, là, il s'agit de la brigade Azov, mais a priori, pour l'instant, rien ne le prouve sur le terrain. Et en plus, on sait très bien que quand ça commence à mal tourner, les Azovtsés sont les premiers à partir en courant. Donc, je n'y crois que modérément. Et les Russes aussi continuent leur pression sur Borovaya, à cet endroit-là. Et là aussi, il y a un beau petit chaudron qui pourrait se dessiner si les Russes arrivent à avancer jusqu'à Lozovoe, à cet endroit-là. Voilà. Du côté de Kupiansk, bon, j'ai pas changé la ligne de front, mais les Russes sont en train de complètement liquider les restes de l'armée otano-kievienne autour de cet endroit-là. Et les unités kieviennes auraient commencé à quitter Kupiansk et les Russes sont à peu près partout dans la ville. Voilà. Mais pour l'instant, je n'ai pas trop bougé, j'attends d'en être certain. Plus au nord, les Russes continuent leur poussée
toujours, l'idée, hein, c'est d'attaquer du côté de Veliki Bruluk, qui est un nœud essentiel et qui permettrait aux Russes de revenir donc dans cette zone qu'ils contrôlaient en 2022 jusqu'à la contre-offensive d'automne. Ils ont libéré complètement la localité d'Okromovka à cet endroit-là. Plus à l'ouest, là aussi, les Russes poussent en direction de Kharkov et ont libéré la localité de Shevchenko à cet endroit-là. Le but, c'est de prendre Kozhkovka et de continuer la progression vers Kharkov. Du côté de Soumy, le front n'a pas trop bougé et Kiev y a envoyé des renforts. Voilà, j'enlève la ligne de front de la semaine dernière. Voilà où nous en sommes au dimanche 14 juin 2026. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On a absolument besoin de vous, donc avant de raccrocher, n'hésitez pas à aller voir à la fin comment vous pouvez nous aider, c'est extrêmement important, sur les liens Telegram. Voilà, je compte sur vous. Vous pouvez également, ceux qui le souhaitent, eh bien, aider ma famille. Le lien aussi est en description de cette vidéo. En tout cas, malgré eh bien, ma mésaventure au Canada, je garde le moral, je continue à me battre et je prépare encore une nouvelle contre-attaque qui devrait vous plaire. Donc restez connectés et quoi qu'il arrive, les nouvelles sur la ligne de front sont excellentes, les nouvelles politico-stratégiques sont excellentes. Donc tenez bon, courage, on les aura.